Bonjour, ravi d'être ici à Mix Energy pour traiter d'un sujet qui est hautement important, l'énergie, ça c'est normal, mais comment effectivement les bâtiments tertiaires peuvent être un hub énergétique. À cet effet, je suis très heureux d'accueillir Gaspard Bricourt, qui est chef de projet RSE pour le groupe Kingfisher, donc enseigne Castorama et Brico Dépôt. Guillaume Loa, société Tilt. Ezam Emami, société Covoltis. Et Didier Lafaille, de la Commission de régulation de l'énergie. Chacun se présentera en détail juste après. Faire une petite introduction. Et en fait, très rapidement, je vous plonge en 1880. Électrification de la planète et surtout électrification de New York. New York est passé en 1880, a été décidé de passer à l'électrification de New York. Et on a vu effectivement, en l'espace de 10 ans, New York est devenue la première ville au monde à être électrifiée. À l'époque, il y avait une décision entre courant continu et alternatif. On est passé au courant alternatif. Ce n'est pas le sujet de la réunion, mais on pourra en reparler après. Mais effectivement, ça a marqué l'histoire de l'électrification de la planète. 20 ans après, c'est là où je voulais en venir, New York, de nouveau, a décidé de passer de la voiture à cheval à la voiture thermique. Ça a mis 10 ans. C'est là où vous allez comprendre pourquoi je viens là. Parce qu'en fait, le bâtiment, à l'époque, était un hub de mobilité, puisque effectivement, les chevaux étaient dans les bâtiments. On avait besoin d'avoir des étables, elles étaient dans les bâtiments. Et une fois que les véhicules sont passés thermiques, ben le bâtiment ou la mobilité a quitté le bâtiment pour être dans la ville. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une nouvelle révolution de la mobilité, entre autres, avec la mobilité électrique. Et là, le véhicule, la mobilité, est à nouveau en train de revenir dans le bâtiment pour se charger, pour stocker de l'énergie. Et c'est pourquoi le bâtiment devient un hub de mobilité, mais devient également un hub énergétique. Parce qu'effectivement, les véhicules vont être un outil de stockage de l'énergie. Pas que, mais un outil de stockage d'énergie et un outil de flexibilité énergétique. Au-delà de ça, le bâtiment, aujourd'hui, est en train de se numériser. On parle de smart building. Et c'est quoi le smart building? C'est un bâtiment serviciel qui rend des services et dont la valeur n'est plus uniquement liée à la valeur vénale, foncière du bâtiment et bâti, mais aussi à son niveau de service. Et c'est ce niveau de service qui va donner une autre valeur, qui est cette valeur servicielle, et qui va être de plus en plus importante. Et au cœur de cette valorisation servicielle du bâtiment, qu'y a-t-il? C'est l'énergie, parce que c'est vital. Et puis on commence à avoir des modèles économiques autour de cette énergie. De ce fait, on peut aujourd'hui parler de bâtiments hub énergétique et imaginer qu'effectivement, même pas seulement imaginer, se rendre compte que le bâtiment hub énergétique va permettre de dégager des profits ou dégager de la valeur. Alors à ce propos, on a vu pendant le Covid que les bâtiments tertiaires, alors que personne ne travaillait ou que la France, le monde était arrêté, mais les quartiers d'affaires de la Défense consommaient la même quantité d'énergie alors qu'ils étaient vides. Pour réagir à cette problématique, parce qu'effectivement c'est insensé, mais c'est parce qu'en fait la plupart n'étaient pas équipés de systèmes de pilotage à distance qui permettaient de réduire la consommation énergétique s'il n'y avait personne. C'était compliqué. Pour
pallier à cette problématique, il y a eu un décret, le décret BACS, pour ceux qui connaissent, Building Automation and Control, Building Automatization and Control Systems. Donc mettre en place des systèmes de contrôle et de pilotage des bâtiments à distance. Ce décret a permis d'apporter de la flexibilité énergétique, notamment si on parle des bâtiments tertiaires, la consommation énergétique globale, je crois que c'est de, Didier, combien 36, ouais, c'est ça, 36 gigawatts, soit à peu près un tiers de la puissance nominale globale, on va dire à peu près plus d'une vingtaine de tranches de centrales nucléaires. Et grâce à ce décret BACS, on a pu apporter de la flexibilité jusqu'à 15%, soit 6 gigawatts. Donc effectivement, s'il y avait le Covid aujourd'hui, on pourrait, ou on pourra, parce que ce n'est pas encore tout mis en place, mais on pourra effectivement réduire de manière conséquente la consommation énergétique. Mais on voit aussi qu'il y a d'autres solutions, comme la production énergétique, photovoltaïque, le stockage de l'énergie. Tout ça contribue à cette flexibilité énergétique. Cependant, il y a des coûts. Et ces coûts sont importants. Et ça pose de fait le problématique du modèle économique. Quel modèle économique pour répondre à cette flexibilité énergétique? Et y a-t-il effectivement un vrai ROI face à la mise en place de ces systèmes et de faire en sorte que le bâtiment devienne un hub énergétique? Quel ROI et quel modèle économique? Pour répondre à cette problématique, je passerai la parole tout d'abord à Gaspard Bricout, qui a justement mis en place ce décret BACS à l'échelle de tous ces bâtiments. Oui, donc bonjour à tous. Fort. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Donc moi, je fais partie du groupe Kingfisher, la direction immobilière Kingfisher Group. Donc on a aujourd'hui 224 sites en France. Donc c'est les magasins Castorama et Brico Dépôt. On est une foncière, donc on gère en totalité les sites de A à Z. Et donc aujourd'hui, on a mis en place en fait depuis 2017 100%. On a fini le déploiement en 2022. Du coup, le déploiement de la GTB sur l'ensemble de nos sites. Il faut savoir que ça a été un gap énorme parce qu'aujourd'hui, on travaille avec Efficia. Efficia qui est notre prestataire sur la partie GTB. Et 100% de nos sites sont donc équipés. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, pendant le Covid, on était au début, au milieu du déploiement. Et en fait, ça nous a permis de piloter à distance donc, tous les éclairages et notamment tout ce qui est ventilation pour répondre aux normes sanitaires qui avaient été mises en place à l'époque. Et donc, du coup, ça a répondu à un besoin autant sanitaire, mais aussi un besoin énergétique de contrôler à distance nos bâtiments. Aujourd'hui, Kingfisher, c'est combien de millions de mètres carrés? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. On est à 6,3 millions de mètres carrés aujourd'hui en France. Et consommation énergétique, c'est on va parler plutôt en kilowatts par mètre carré. On est entre 55 et 60 kilowatts au mètre carré. Donc ça a été aussi comment dire, le plan de déploiement du plan de sobriété énergétique qui a été lancé en octobre 2022 nous a permis en fait aujourd'hui d'avoir des performances qu'on a aujourd'hui. Et donc si on se parle du décret tertiaire notamment, on est en avance en fait par rapport à l'objectif de moins 40 d'ici à 2030. Ah, très bien. Mais aujourd'hui, donc, vous avez mis en place cette flexibilité énergétique, enfin ce pilotage énergétique qui vous permet de réduire de manière conséquente, 20 à 30% la consommation énergétique, donc c'est déjà formidable. Aujourd'hui, vous avez encore une interrogation sur la production locale d'énergie, le stockage, la mise en place de bornes de recharge. Ça, c'est encore des interrogations. C'est pas parce que le modèle économique n'est pas encore très... Oui, sur les IRVE, en fait, on a déjà commencé le déploiement des bornes. Donc, on a commencé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il y a 99 sites qui sont équipés en IRVE. Donc, ça fait à peu près 1800 bornes sur le territoire français.
Et là, on est plutôt en phase 2 du déploiement. Et pour le moment, on n'est pas encore satisfait du modèle économique. Donc, on y travaille. Voilà. Et mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les toits pour que vous soyez producteur d'énergie, c'est pas encore, en réflexion, mais c'est pas encore, vous n'êtes pas encore à passer à l'acte, c'est ça? Vous attendez peut-être des... Alors, il y a certains sites pouce. qui sont déjà équipés depuis, je pense notamment Castorama Quimper depuis 2011 et Castorama Antibes depuis 2015, qui ont déjà des panneaux photovoltaïques sur leur toiture ou en façade. Aujourd'hui, la loi va nous imposer d'installer des ombrières photovoltaïques. Mais on réfléchit plutôt à une autre stratégie qui est du coup aussi en cours de réflexion. Je ne peux pas trop vous expliquer, mais en gros, oui, on y pense, mais on n'a pas encore trouvé. Déjà, on n'a pas encore trouvé qui on va faire appel. Et en plus de ça, pareil, comment ça va se dessiner aujourd'hui par rapport à la production de photovoltaïque sur tous nos sites. Et pour le moment, on attend aussi les décrets qui vont, j'espère, bientôt sortir. Alors peut-être que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, elle va vous éclairer. Alors je donne la parole à Eysan Emani, qui justement parle d'un modèle autour des bornes de recharge. Bonjour à tous, donc Eysan Emani, Covoltis. Covoltis, Plus fort. Ouais. c'est bon je crois, oui. Plus Donc proche. Covoltis, vous m'entendez? C'est bon? Oui. Covoltis, nous sommes une société où nous concevons nos bornes, des bornes intelligentes, nous les déployons, nous les opérons. Et pour vous raconter un peu l'histoire, là je ne vais pas remonter à 1880, mais juste il y a 5 ans, quand lors d'une réunion en présence d'un des directeurs d'EDF, il était question de ce qui allait se passer le jour où il y aurait des centaines de milliers de véhicules électriques qui allaient charger en même temps. Et donc, la comparaison a été faite avec des ballons d'eau chaude. Vous avez globalement dans les maisons en France une vingtaine de millions de ballons d'eau chaude. Et quand la nuit, vers 22h, 22h30, progressivement les ballons d'eau chaude commencent à se mettre en route, alors qu'on rentre en pleine heure creuse, vous avez EDF qui est obligé d'augmenter la puissance de réacteurs nucléaires parce que finalement, il y a un appel de puissance très important pour répondre à ce besoin des ballons d'eau chaude qui vont se fonctionner pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'eau soit chaude. Et les véhicules électriques, pour que vous l'imaginiez en termes de puissance et d'énergie qui est à l'intérieur des batteries, même si on prend une petite voiture électrique, 50 kWh de batterie, comme par exemple une 208, 50 kWh, c'est grosso modo la consommation de 5 jours d'un foyer classique. Donc c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup d'énergie emmagasinée dans le véhicule et que la puissance d'appel d'un véhicule en train de se charger peut dépasser de loin ce qu'on connaît sur les ballons d'eau chaude. Donc si demain, ces mêmes véhicules chargeaient en même temps, l'impact sur le réseau serait encore plus important que ce qu'on connaît sur les ballons d'eau chaude. Allez, grosso modo, excuse-moi de t'interrompre, je crois que jusqu'à 2 millions de véhicules électriques, le réseau, si c'est simultané, peut l'absorber. Mais au-delà, si 2 millions de véhicules électriques se chargeaient, mais c'est peut-être Didier qui nous le dira, il y a un vrai sujet au niveau du réseau. Alors en fait, c'est vrai on que n'est pas très loin puisqu'on est passé à 1 million l'année dernière. Donc. Globalement, si les véhicules chargent en même temps que la puissance de charge n'est pas contrôlée, à un moment donné, c'est sûr qu'on aura des soucis d'équilibrage. Mais si on se projette par exemple à horizon 2040, 45, même au-delà, à un moment donné, il y aura quasiment tous les véhicules qui seront passés à l'électrique. Et à ce moment-là, les 40 millions de véhicules, si on regarde juste en termes d'usage, finalement, les véhicules ne roulent que 30 km par jour. En termes d'usage, on ne parle que de 15% d'augmentation en termes d'énergie sur le marché français. Mais ces 15%, ils ne seront pas répartis de manière, je dirais, équilibrée sur les 24 heures. Il y aura des moments où on va tirer beaucoup plus. Et donc, le rêve que j'ai eu finalement pendant cette réunion, c'était de dire comment faire pour créer un système où d'un côté, on répond aux besoins de l'utilisateur, mais de l'autre côté, on contribue à l'équilibrage du réseau. Donc voilà, c'était l'essence de Covoltis.
Et donc aujourd'hui, vous avez un modèle économique qui permet d'encourager ce... Alors déjà, tous ces éléments d'équilibrage, il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui et d'autres qui vont se faire dans l'avenir. En termes de charge, simplement, on a essayé de traiter le problème à un niveau plus très simple, qui est le niveau de la maison déjà. La maison, on veut consommer. On veut consommer quand l'électricité ne coûte pas cher et globalement, on ne veut pas faire disjoncter le compteur de la maison. On ne pense pas trop à ce qui va se passer ailleurs. Et donc notre borne adapte sa puissance de sorte qu'on a toujours cherché au maximum la puissance restante disponible dans la maison. Mais ça, c'est le cas simple. Le cas un peu plus compliqué, même beaucoup plus compliqué, c'est le cas d'un bâtiment où vous avez un ensemble de véhicules qui potentiellement va charger en même temps, mais il y a des véhicules qui arrivent plus tôt, d'autres qui partent plus tard. Il y en a qui demandent plus d'énergie, d'autres moins d'énergie. Et ce qu'on a réussi à développer, c'est un algorithme qui globalement va intégrer la demande de chaque client, heure de départ et quantité d'énergie demandée, en intégrant également les tarifs d'électricité. Donc, aujourd'hui, on connaît les tarifs simples hors pleine heure creuse. Demain, il pourra y avoir des tarifs par tranche de demi-heure. Et l'algorithme va mélanger tout ça pour sortir des programmes de charge dédiés à chaque borne qui leur sont envoyés. Et si un nouveau phénomène arrive, par exemple, un nouveau véhicule arrive ou un véhicule s'en va, on refait le calcul de sorte qu'on puisse satisfaire les clients le plus possible tout en limitant l'appel de puissance sur le réseau. Donc ça permet de rester dans le même tarif et aussi de limiter le... Globalement, d'optimiser. Voilà, d'optimiser oui. et d'éviter aussi d'avoir à changer tout de suite d'infrastructure électrique et de passer à... Exactement. Et si on projette dans un avenir où les tarifs seront variables, où les tarifs pourront peut-être en fonction de ce qui se passe sur le réseau changer, nous pourrons modifier globalement la puissance des véhicules, mais toujours en tenant compte du besoin du client. Ça ne sera pas juste un phénomène, le Big Brother qui va décider de changer la puissance, c'est l'utilisateur qui sera toujours au centre par rapport à son besoin exprimé. Très bien, merci. Alors, on voit que les véhicules sont un vecteur de cette flexibilité énergétique, mais pas que. Et donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de solutions pour assurer cette flexibilité énergétique? Oui, exactement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, plus proche. Donc, Guillaume Loy, fondateur de Tilt Energy. Tilt Energy, nous, on développe une offre d'effacement pour les flexibilités électriques diffuses, donc qui vont comprendre le bâtiment tertiaire, les véhicules électriques et le résidentiel. Nous, le constat qu'on a fait en lançant la société, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une volatilité qui est de plus en plus grande sur les marchés de l'électricité. Rien qu'entre hier et aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le marché spot, hier, entre minuit et 19h, le prix de l'électricité est à 0 € du mégawattheure. Ce matin, il était à 5h, il était à 18 €. À 8h, il était à 109 €. Et à midi, actuellement, il est à 35 €. Donc on peut voir que si on parvient à éviter de consommer sur le moment où l'électricité est le plus cher, donc à 109 € entre 8h et 9h, on va être capable de faire réaliser un gain sur la facture d'énergie pour le bâtiment. Donc nous, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on développe une plateforme technologique qui va permettre aux bâtiments, aux véhicules électriques de consommer l'électricité au meilleur moment, donc éviter les pics de prix et les pics de CO2. Le monde étant bien fait, en général, lorsque l'électricité est chère, c'est qu'elle est très carbonée parce qu'on a dû allumer une centrale de pointe. Et donc, si on évite cette période de prix cher, on évite aussi un bon nombre de kilogrammes de CO2. Donc ça, c'est assez intéressant. Sur la deuxième branche, en plus de cette plateforme technologique, fournir le modèle économique en tant qu'opérateur d'effacement. Et donc, on va être capable de rémunérer le consommateur pour décaler ses consommations en dehors de ses pics. Et donc, en fait, vous vous connectez au système existant, et notamment le décret BAX va complètement dans votre sens. Exactement. Et en ce sens, le décret BAX est vraiment un outil extrêmement utile, à la fois pour les réseaux électriques et pour les bâtiments. Donc pour les réseaux électriques, pour éviter les pointes, pour éviter de surdimensionner le réseau électrique, et pour permettre que tout un chacun ait un système électrique qui reste abordable, résilient et renouvelable. Enfin renouvelable, décarboné en tout cas. Je vois M. Lafaille qui m'avait repris tout à l'heure. et le décret BAX va permettre également, en activant ces flexibilités-là, par des effacements, flexibilité aujourd'hui à la baisse, demain également à la hausse, de pouvoir générer un nouveau revenu pour le bâtiment et qui peut leur permettre également de surmonter les capex assez importants qu'ils ont à faire pour rentrer dans la transition énergétique, les bornes de recharge, les panneaux solaires, les économies d'énergie à financer. Nous, on va être capable, en tant qu'opérateur d'effacement, de leur générer un nouveau revenu
et de les rémunérer pour avoir décalé ces charges en dehors des pics de consommation. Donc globalement, excuse-moi de t'interrompre, c'est l'acteur qui n'a pas les moyens humains ou technologiques d'opérer ce fameux effacement énergétique, parce que effectivement ça demande des moyens techniques et logiciels. Tu apportes cette solution et en contrepartie, il y a une rémunération. Exactement, on apporte une solution qui va être plug and play sur l'ensemble des GTB qui sont déployés. Enfin, l'ensemble des GTB connectables, mais aujourd'hui, les GTB qui sont en train d'être déployés sont des GTB de nouvelle génération, qui sont en général connectés à Internet et sur lesquels on va pouvoir s'intégrer. Donc, qui sont assez intéressantes. Le modèle économique, on va être capable de générer un revenu de l'ordre d'1 € du mètre carré pour des bâtiments qui sont avec un chauffage de source électrique. Le modèle économique, il est en train d'émerger, il est à son début, il existe, mais il va être encore plus important avec une rémunération des effacements encore plus grande, avec l'intermittence du réseau électrique qui va augmenter, avec l'augmentation de la consommation dont on parle, avec le travail des SAN sur les bandes de recharge, l'électrification avec les pompes à chaleur qui sont en train d'être déployées. En parallèle de ça, l'augmentation de la production par des sources intermittentes, et on voit bien qu'il va falloir un acteur entre les deux qui puisse participer à l'équilibrage du réseau électrique sans que ce rôle soit plébiscité par les centrales à gaz. Merci, c'est fort intéressant. Avant de passer la parole à Didier, juste un petit aparté, question à Gaspard, parce que là on vient d'apprendre quelque chose d'intéressant quand même. 1 € mètre carré, Kingfisher, 4,6 millions, c'est ça? 6,3. Non, 6,3 millions de mètres carrés. Donc ça veut dire, si vous faites appel à Tilt, ça peut vous faire un revenu potentiel de 6,3 millions, c'est pas mal ça, vous allez pouvoir partir en vacances. Justement, on en discutait avant. En fait, aujourd'hui, on a installé sur les 220 sites, il y a 42 sites où on a supprimé la pompe à chaleur gaz en pompe à chaleur 100% électrique. Et tout ça, ça demande des investissements. Donc, pourquoi pas, faut discuter. Et ça peut permettre de financer des investissements par ailleurs. Très bien. Alors maintenant, je donne la parole à Didier parce que on a eu des visions plutôt micro des solutions. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on ait aussi une vision macro à l'échelle du territoire et comment la Commission de régulation de l'énergie accompagne cette flexibilité énergétique. Merci Emmanuel. Donc, bonjour à tous. Donc, Didier Lafaille, je suis directeur délégué à la prospective et à l'innovation. Et notamment, on a publié, suite à la mise en place d'un groupe de travail, un rapport en septembre 2023, donc vous voyez qu'il n'est pas très vieux, sur le pilotage des bâtiments tertiaires, justement. Alors, si on regarde un petit peu le passé, on a vécu 2 hivers très difficiles, comme vous savez, post-Covid, reprise de l'activité et quelques difficultés sur le nucléaire. Donc, ce qui a été fait, c'est aller chercher de la flexibilité un petit peu partout, et notamment dans les bâtiments tertiaires. Regardez ce que pouvait apporter le bâtiment tertiaire en matière de flexibilité, j'y reviendrai. En parallèle, un décret BAC. Je rappelle que le décret BAC est un décret qui donne une obligation de moyens et non pas de résultats, donc qui oblige aujourd'hui les bâtiments neufs d'ici le 1er janvier 2025, et ça se rapproche, d'être équipés, comme l'a dit Emmanuel, d'un équipement d'automatisme et de contrôle. Après, ce décret BAC a évolué, comme vous le savez, l'année dernière, et il s'applique d'ici 2027 à tous les bâtiments tertiaires de plus de 70 kW, alors qu'avant c'était 290 kW, donc on a baissé la puissance. Donc ce qui fait que maintenant tous les bâtiments de plus de 1000 m² doivent d'ici 2027 être équipés d'un équipement d'automatisme et de contrôle. Alors vous allez me dire, pourquoi faire? Déjà pour automatiser l'énergie au sein du bâtiment. Avant le décret BAC, vous interrogez le gestionnaire du bâtiment, il ne savait même pas s'il y avait un TGBT ou une GTC ou une GTB au sein de son bâtiment. S'il savait qu'il y avait bien une GTB, on n'avait peut-être pas les clés pour accéder à cette GTB. Donc on voit bien qu'il faut faire évoluer les choses. Et dans ce décret BAC, il y a quelque chose qui est intéressant. En plus, le fait de rendre certainement cette GTB intelligente avec des automatismes, il faudra aussi la maintenir dans le temps. Ce que dit le décret BAC. Ce n'est pas tout de mettre en place des automatismes, mais qui doivent être maintenus dans le temps. Alors, des automatismes, pourquoi faire? Pour gérer l'énergie du bâtiment, je rappelle, la ventilation, la climatisation et le chauffage.
On ne parle pas des bornes de recharge, j'y reviendrai après. Alors, pourquoi il va falloir piloter maintenant vis-à-vis de l'extérieur? C'est-à-dire que, comme ça a été dit, on va avoir de plus en plus d'énergie renouvelable, notamment sur les bâtiments, sur les parkings. Qui dit énergie renouvelable, il va falloir gérer l'équilibre de façon plus précise. Avant, on gérait l'équilibre avec le thermique, avec l'hydraulique. Demain, il faudra gérer l'équilibre avec la consommation. Comme ça a été dit par Emmanuel, les bâtiments tertiaires, c'est à peu près un tiers de la consommation française. On estime aujourd'hui que les bâtiments tertiaires pourraient apporter jusqu'à 6 gigawatts de flexibilité. C'est énorme. Mais de quelle flexibilité parle-t-on? Il y a plusieurs types de flexibilité. Il y a d'abord la flexibilité qu'on appelle structurelle et régulière. L'exemple, c'est heure pleine, heure creuse que peut vous offrir un fournisseur d'énergie. Donc cette flexibilité structurelle est importante parce que c'est certainement celle qui va vous permettre de financer le dispositif de communication vers l'extérieur. L'extérieur, donc, pour pouvoir recevoir un signal tarifaire pour basculer en heure pleine, en heure creuse. D'accord? Ou soit avec un autre signal, je ne sais pas, une liberté week-end, parce que ça sera moins cher tout le week-end. Ça, c'est la première flexibilité. C'est la plus importante parce qu'on estime que c'est celle qui va permettre de financer justement, non pas le TGBT, mais le système qui permettra d'envoyer des ordres ou de pouvoir recevoir une information. Après, vous avez la flexibilité dynamique. C'est celle de mon voisin. C'est plutôt de l'effacement. C'est les offres tempo, éventuellement des effaceurs, des fournisseurs, pardon. Mais c'est aussi tout ce qui est agrégation, d'effacement diffus, etc. Et c'est là où on voit un intérêt que demain, on va avoir dans ces bâtiments tertiaires des bandes de recharge très certainement pilotables. Et là, les agrégateurs pourront aussi aller chercher la flexibilité de ces bandes de recharge. Donc, première flexibilité structurelle et régulière. Deuxième flexibilité dynamique. Je ne sais pas si les agrégateurs seront appelés tous les jours. Donc, je ne suis pas sûr du revenu qu'ils pourront me donner en finale. Mais ils auront la possibilité, grâce à ce bâtiment qui sera déjà piloté, d'avoir justement de la flexibilité. Et si en plus, on a des bornes de recharge, avoir davantage de flexibilité. Après, on a la flexibilité qui se rapproche du temps réel, d'équilibrage. Donc là, ce sont vraiment des acteurs un peu spécifiques, mais qui ont encore plus de valeur. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les réserves primaires, secondaires, je n'y viens pas, mais aujourd'hui, c'est plutôt le stockage qui répond. Avant, c'était les producteurs, maintenant, c'est surtout le stockage. Et si le bâtiment il est réactif, il pourra agir aussi sur la flexibilité, ce qu'on appelle de sauvegarde. Celle, si vous avez entendu la météo de l'énergie, EcoWatt, lorsque demain, vous allez recevoir un EcoWatt orange ou un EcoWatt rouge, si le bâtiment est piloté, il pourra justement rendre cette flexibilité et éviter demain d'être délesté ou que tout le monde soit délesté. Donc on voit l'avantage de ce décret BAC, c'est qu'on va avoir demain, il n'y a que 6% aujourd'hui des bâtiments qui sont pilotés, et merci à Castorama, je ne me trompe pas, oui, Kingfisher, et Brico Dépôt, que je ne me trompe pas, d'avoir équipé ces bâtiments, parce que demain justement, ces bâtiments, quand ils recevront un ordre EcoWatt, qui peut être récupéré directement chez RTE, nous éviter tous, en tant que consommateurs, d'être délestés. Très bien. Je continue? Non. Merci Didier. On voit que c'est quand même assez complexe, cette flexibilité énergétique, parce que tu l'as dit, on va avoir de plus en plus de bâtiments qui vont produire leur énergie. Mais effectivement, comme l'a dit Guillaume, il y a une flexibilité, il y a une variation forte des tarifs. Et si on produit de l'énergie pour la revendre, mais que le tarif de rachat est zéro, en fait, le ROI de l'investissement de nos panneaux, il est proche de zéro aussi. D'où la nécessité de trouver d'autres solutions pour être beaucoup plus en modèle dynamique, comme tu dis, pour utiliser cette énergie ailleurs. Et je reprends le micro, parce qu'on en discutait tout à l'heure. Je disais à Castorama, mais c'est quand même dommage, je vais acheter des vis, j'arrive avec mon véhicule électrique, il me fait payer la recharge, alors que je vais avoir les panneaux juste au-dessus de mon véhicule. J'espère que demain, il pourra valoriser l'énergie avec un agrégateur et que je puisse recharger mon véhicule pendant que je vais acheter quelques vis gratuitement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on voit bien que c'est en train vraiment de changer et le bâtiment hub énergétique, quelque part, c'est plus hypothétique. C'est parce qu'en fait, on a mis une dose de numérique.
Je dirais même qu'il se met à l'heure du numérique. Mais si on parle du bâtiment à l'heure du numérique, c'est qu'il y a des données. Ces données, elles sont nécessaires pour connaître effectivement à la fois les usages de consommation, pour connaître les tarifs énergétiques, pour connaître la météo, pour connaître les pics de consommation et en fait adapter au mieux la consommation à la production. C'est aussi important de connaître effectivement, par exemple, l'origine de l'énergie, carbonée ou pas. Cette donnée, quelque part, on voit bien qu'elle permet d'aller vers des modèles économiques qui transforment le bâtiment d'un consommateur pur d'énergie aussi à un producteur et puis générateur de revenus. Donc, quelque part, elle a de la valeur, cette donnée. Elle a de la valeur. Alors, la première question que je pose à Gaspard, c'est quelle est la politique, par exemple, d'un acteur gestionnaire d'un parc de 6,3 millions de mètres carrés, 210 magasins, quelle est sa politique de données, de gestion de la donnée? Et puis, à vous tous qui gérez, utilisez la donnée de tiers, enfin d'acteurs, pour opérer vos services, quelle est votre politique par rapport à cette donnée? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est rémunéré? Est-ce qu'il y a une contrepartie? On a vu qu'en 2023, en novembre 2023, l'Europe a promulgué un décret, le Data Act, qui va dans le sens d'une économie autour de la donnée, du partage de la donnée. Donc cette donnée qui a de la valeur, ça veut dire que l'usage de cette donnée qui dégage de la valeur devrait être partagée également. Donc c'est de nouveaux modèles économiques qui sont en train d'émerger pour ce bâtiment hub énergétique. Alors d'abord, réponse à la première question. Au sein de l'immobilière, en fait, aujourd'hui la data elle est collectée via les réseaux donc Enedis ou GRDF, qui passe en fait par un prestataire externe qui s'appelle Alerteo, donc qui est notre Energy Center, et on couple avec Efficia, donc qui gère la GTB. Et en fait aujourd'hui on arrive à monitorer en fait ces deux sources de données. Et nous, on en fait en fait aujourd'hui des outils de reporting. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc le groupe, l'immobilière Kingfisher fait partie d'un groupe anglais qui s'appelle Kingfisher, qui est basé à Londres. Et en gros, on a des engagements vis-à-vis du groupe. Donc chaque filiale française, polonaise, roumaine, etc., a des engagements de reporting. Et en fait, on va utiliser nous cette data. Alors aussi d'un point de vue législatif, notamment avec le décret tertiaire, mais pas que. Et en fait, on va monitorer, du coup, pouvoir anticiper nos plans d'action et aussi tous nos investissements qui sont à terme. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la GTB, mais il y a aussi la PAC. Propriétaire de votre donnée, quelque part. Oui, on reste propriétaire de notre data, malgré qu'elle provienne quand même de distributeurs Enedis ou GRDF pour la partie gaz et élec. Donc voilà, nous on a fait le choix d'intégrer cette donnée en interne et du coup d'avoir aussi plus de souplesse sur la gestion de nos investissements en CAPEX notamment. D'accord. Merci. Oui, non, c'est un vrai enjeu, cet enjeu de la donnée. C'est un enjeu moderne et la donnée est partout aujourd'hui. Donc il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est de remonter la donnée, ensuite de la classer, de la monitorer et ensuite de la traiter. Nous, en tant qu'opérateurs de service, on est rarement propriétaire de la donnée qu'on remonte. Donc nous, on va remonter principalement des données de consommation des bâtiments, mais également des données de confort, qui fait des températures remontées, des températures de consigne affichées. Mais nous, on ne va jamais être propriétaire de cette donnée. On va être un prestataire, on va être capable de la stocker. Donc là, il y a beaucoup de précautions à prendre sur le stockage des données, des best practices à mettre en place. On discute avec beaucoup d'acteurs. On est dans l'incubateur avec Microsoft, par exemple, qui eux sont très bons sur ce parti stockage de la donnée. Comment on fait pour suivre les normes européennes? Les normes européennes sont assez robustes. Sur le continent européen, je pense qu'on est l'un des continents les plus robustes sur le cadre législatif autour du traitement de la donnée, du contrôle, de la possession, du fait qu'on doit supprimer les données parfois. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on essaie de se conformer pour pouvoir fournir le meilleur service, traiter la donnée de manière efficace, mais en respectant ces lois-là, qui sont, je pense, assez robustes et sur lesquelles on peut être assez fier de pouvoir avancer et assez serein. Merci. Alors, de notre côté, nous sommes
consommateurs de données, sachant que je disais tout à l'heure que les données principales nous sont données par des utilisateurs, heure de départ et quantité d'énergie. Il n'y a que l'utilisateur qui sait à quelle heure il veut partir et globalement, il peut ne pas très bien savoir de quoi il a besoin en énergie, mais avec les technologies qui arrivent, nous aurons accès au niveau de remplissage des batteries des véhicules. Donc nous saurons si il souhaite juste recharger son véhicule, savoir à l'avance que dès qu'il se branche, il y a peut-être 30% de batterie Là, c'est remplie. l'évolution normative, hein, c'est Voilà. bien ça. Et globalement, oui, c'est la norme Bientôt, ISO 1518. voilà, ça sera obligatoire de... Alors, tous les véhicules auront cette capacité à donner de l'information et à en reprendre, donc échange sécurisé entre la borne et le véhicule. Et ensuite, il y a des données tarifaires que nous allons chercher, des données de flexibilité que des gens comme Tilt peuvent nous donner pour que nous adaptions notre mode de recharge à ce qui est proposé. Et puis, il y a un côté un peu presque devinette, si on reprend les choses à court terme, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Aujourd'hui, par exemple, à un instant T, il y a 3 véhicules dans un parking. Est-ce qu'il y en aura 10 plus tard? Parce que finalement, toutes les politiques de recharge qu'on lance, il y a de l'IA derrière. Le système d'IA, en fonction d'un niveau de remplissage à l'instant T, peut se dire, oh, je pense que plus tard, il y aura plus de véhicules qui vont arriver. Et donc, je vais commencer à charger les véhicules un peu plus tôt, éventuellement ne pas attendre des heures creuses, parce que finalement, si j'attends trop longtemps, si je procrastine, je vais me retrouver à ne pas trouver suffisamment de temps pour charger le véhicule. Et donc, ce genre de phénomène se passera aussi avec de l'apprentissage dans le temps, parce que finalement, l'utilisation des véhicules, il y a un côté très régulier. Je charge en début de semaine, je charge en fin de semaine, je charge beaucoup si je veux partir en week-end, je charge beaucoup quand je retourne en fait d'un week-end. Donc, c'est des éléments d'apprentissage qu'on va pouvoir enrichir progressivement pour pouvoir finalement prédire ce qui va se passer pour finalement charger au bon moment. Merci. Ce que je retiens de vos deux interventions, c'est que vos modèles nécessitent cet accès aux données. Donc effectivement, si vous n'avez pas d'accès aux données, bah, votre modèle, il est difficile. Et on ne parle pas uniquement des données énergétiques, mais aussi des données d'usage. C'est bien ça? Exactement, des données de confort, parce que l'idée qu'on a quand on réalise un effacement, c'est pas de nuire au confort de l'occupant du bâtiment. Donc on va être capable d'intervenir sur un système CVC, sur un système de ventilation ou même sur le système de chauffage. Mais l'idée, c'est d'avoir les algorithmes qui vont être capables de comprendre l'inertie thermique du bâtiment, de savoir qu'un bâtiment donné, il est capable de s'effacer pendant 1 heure, un autre pendant 2 heures, sans que ça ait atteinte sur le confort des occupants. Et c'est la seule solution qu'on va pouvoir avoir pour pouvoir répliquer ces effacements-là dans le temps, en termes de fréquence, mais également en termes d'années. Que si un bâtiment s'enregistre dans un programme d'effacement cette année, on veut qu'il puisse se réenregistrer l'année suivante. Et si à chaque fois qu'on fait un effacement, tous les occupants viennent se plaindre, les facility managers vont pas être contents parce que ça va rendre beaucoup plus difficile leur travail, les occupants vont pas être satisfaits et donc les gens ne se réinscriront pas. Donc c'est pour ça qu'on fait une vraie attention sur ces données de confort, bien les monitorer et à les respecter. Et vous y avez accès, quand vous y avez accès, c'est-à-dire que vous avez un contrat avec le gestionnaire du bâtiment, le propriétaire, pour accéder à ces données, c'est ça ou... Exactement, avoir un contrat, il nous met à disposition ces données. On n'est pas propriétaire des données, on peut les consulter, on peut les stocker. Il a un droit d'effacement et un droit de regard sur les données qu'on va avoir. Et le dernier point, c'est qu'on va remonter ces données principalement par la GTB. Donc il revient au décret BACS, qui est quelque chose de fondamental dans le pilotage. Alors, Oui, justement, on parle de décret BACS, donc... Non, Didier, sur la donnée. Beaucoup oui, d'inquiétudes. et rebondir là-dessus, mais et une question subsidiaire par rapport au décret BACS, si j'ai souvenir, il y a un petit alinéa, un article qui parle de propriété de la donnée, c'est-à-dire que les propriétaires des systèmes seraient propriétaires de la donnée. Est-ce que ça aussi, c'est un vrai sujet ou enfin, tu n'es pas obligé de répondre? Je reparlerai après de la propriété ouais. de la donnée. D'abord, sur l'inquiétude sur les données, on voit qu'il y a énormément de régulation et de réglementation en France sur la donnée. Tout ça, comme vous le savez, est supervisé par la CNIL, voire pour certaines données par la CRE, pour certaines données confidentielles. La CRE a toujours été partante d'ouvrir l'accès à ces données, bien sûr, tout en sécurisant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez que si vous voulez avoir votre courbe de charge, il faut demander à votre gestionnaire réseau de l'enregistrer. Par défaut, la courbe de charge, elle n'est pas accessible, elle n'est pas enregistrée.
Donc, ce qui est quand même dommage, parce que si vous voulez regarder l'intérêt de mettre ou pas demain des panneaux photovoltaïques, si vous n'avez pas votre historique de consommation, vous aurez peut-être du mal à dimensionner vos panneaux. Donc, il y a toute cette question de la donnée. Il y a aussi le sujet de, à titre personnel, moi je suis prêt à mettre à disposition mes données de tiers, mais à condition que ça m'apporte quelque chose, un service, de la valeur. Hein. Si ça ne m'apporte rien, je ne vais pas me mettre à disposition de ma donnée. Mais si un agrégateur peut m'apporter une rémunération, ce qui n'est pas le cas de tous les agrégateurs d'ailleurs, une parenthèse, pourquoi je donnerais la donnée? Pour que lui il gagne de l'argent et pas moi. Bon, vous voyez, donc il y a cette question de service. S'il y a un service derrière, je pense que les gens sont prêts à mettre à disposition leurs données. Voilà. Après, sur à qui appartient la donnée appartient à celui qui la crée. C'est vrai qu'en France, on n'a pas une loi qui vous dit à qui appartient la donnée. Mais il y a une jurisprudence qui fait que si je prends en photo à l'instant T Emmanuel, s'il ne refuse pas la photo m'appartient. Par contre, il peut m'interdire de commercialiser cette photo. Ce qu'il aurait tout à fait raison. Hein. Mais je peux le prendre en photo et la photo m'appartient. Je ne suis pas sûr de cette réponse. Parce que mais bon, on en reparlera. Parce qu'effectivement, il y a données et base de données, mais c'est deux sujets. Mais bon, c'est pas le sujet. Par contre, un sujet qui est lié par rapport à cette notion de propriété des données et usage des données, c'est également la cybersécurité. On voit que maintenant, on va bientôt avoir donc 36 gigawatts, c'est bien ça, hein, de consommation énergétique, enfin, qui seront connectés. C'est bien ça, Didier? Voilà, donc on va dire 2027, puisque c'est l'échéance 1er janvier 2027. Je dirais qu'il y en aura même plus. Oui, avec il y a un l'électrification des résidentiel, usages. aujourd'hui il y a l'industrie. Parce qu'il y a l'industrie qui va s'y mettre, etc. Voilà. etc. Il y a la Donc production. on voit que, en fait, Oui, et puis avec l'électrification des usages, c'est 36 gigawatts sur le tertiaire. On va remplacer des chauffages à gaz par des pompes à chaleur. On va installer des bornes de recharge. Ces 36, ils vont probablement augmenter malgré les efforts d'efficacité énergétique et de sobriété. Donc voilà, c'est le pari qu'on fait. Ouais. tous ces équipements vont être connectés, interconnectés. À l'heure actuelle, on voit qu'on est rentré dans une vraie guerre au niveau d'une cyberguerre. Hein. De plus en plus, on assiste à des piratages de données, même à des blocages d'hôtels, d'hôpitaux. Hein, récemment, je crois que c'est le Kaiser Palace à Las Vegas qui a été contrôlé, pris sous contrôle. Les gens étaient coincés dans les ascenseurs, dans leur chambre. Les machines à sous ne marchaient plus. Et donc, l'hôtel a dû lâcher tout de suite 15 millions d'euros parce que sinon, c'était la faillite. Donc là, c'est un épiphénomène. Mais ça peut être aussi plus grave si on parle de bâtiments publics qui ont des missions de sécurité civile. On voit aussi qu'au-delà de prendre le contrôle d'un bâtiment, c'est prendre le contrôle d'un ensemble de bâtiments, d'augmenter la consommation énergétique ou de la baisser et de créer un choc de consommation qui écroulerait le réseau. Je crois que RTE l'évalue à 3 gigawatts. Enfin, les données énergétiques, si on y a accès, on peut quand même connaître pas mal de choses sur les usages du bâtiment. Et même si on parle d'industrie, connaître certains modes de fabrication. Et si on parle des bâtiments tertiaires, en déduire le nombre de personnes les usages, le nombre de personnes qu'il y a, etc. Donc on voit qu'il y a à la fois, il y a pas mal d'enjeux. Et la question c'est, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes conscient de ces enjeux cyber et qui deviennent de plus en plus manifestes? Et quelle est votre attitude par rapport à ça? Vous sentez-vous concerné? Je vais aussi introduire la notion de stockage des données. Hein, récemment, il y a le Crédit Mutuel qui a interdit à toutes ces filiales le stockage de données en dehors, dans des clouds qui ne seraient pas souverains, c'est-à-dire en France ou en Europe, et qui interdisent donc tout prestataire de services dont l'usage de leurs données serait dans des clouds qui seraient en dehors de la France et des États et de l'Europe. Donc on voit que ça va très loin et ça remet en cause rapidement des modèles économiques, des entreprises qui sont
monter très vite en termes de valorisation. Mais effectivement, si toute leur valorisation, elle est sur le stockage de données aux États-Unis et que c'est remis en cause, ça peut poser des problèmes. Je ne citerai pas de nom, mais c'est une grande entreprise qui fait du comptage énergétique. Eh bien, je vous pose cette question à vous quatre, avant la conclusion. Alors nous, on se fie forcément beaucoup aux données valeurs donc producteurs, distributeurs et fournisseurs. Au niveau du stockage de données, aujourd'hui, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Et cybersécurité surtout, c'est la prise de contrôle de magasins. Si demain on éteint l'éclairage, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de business parce que du coup les magasins ne peuvent plus rentrer. Enfin, déjà, on ne peut plus rentrer dans le magasin parce que c'est des portes automatiques. Et en plus de ça, on n'a plus d'éclairage. Donc nous, ce qui a été mis en place, c'est avec Efficia, justement sur toute cette protection de données, et en même temps avec nous, notre service IT qui est au UK, et qui eux, en fait, ont des politiques encore plus strictes, en tout cas sur cette gestion de data en interne. Par exemple, l'utilisation des données énergétiques, elles n'appartiennent pas à l'immobilière, mais elles appartiennent bien au groupe. Et donc, c'est le groupe qui gère la sécurité. La sécurité, voilà. Ok. Guillaume? Non, effectivement, c'est un point de vigilance très fort que nous avons. Il y a plusieurs moyens de pallier ce problème. Le premier, c'est l'architecture qu'on a de notre logiciel, c'est de la manière dont on organise les bases de données, le fait qu'elles ne soient pas toutes communicantes en même temps, qu'on ne puisse pas attaquer une base de données et avoir accès à toutes les autres bases de données. Donc, il y a toute une partie architecture logicielle qui est très, très importante. Et ensuite, il y a une partie process, c'est-à-dire beaucoup plus humaine, qui va être que nous, quand on intervient sur un bâtiment et qu'on pilote un bâtiment, on laisse toujours la priorité au local. Donc, c'est-à-dire que la personne sur place, sur site, peut toujours réécrire par-dessus notre consigne que nous envoyons. Et donc ça permet de protéger également sur des consignes que nous pourrions envoyer en cas de cyberattaque qui engendrait une modification des consignes dans le magasin. On pourrait automatiquement réécrire par-dessus en local et elle a la priorité sur la consigne que nous avons nous. Donc c'est aussi des moyens humains, j'allais dire des moyens très concrets à mettre en place, en plus d'architecture logicielle et de différents éléments à mettre, enfin de bonnes pratiques logicielles, j'allais dire, à suivre. Et quand on est une jeune start-up, on fait peut-être parfois pas attention à ça, mais c'est clé dans la croissance. C'est fondamental parce que comme vous avez accès. Exactement, et c'est clé dans la croissance parce que si on doit rechanger toute notre architecture au moment où on croit beaucoup, on devient assez gros, ça devient impossible et on perd 6 mois. Donc c'est des choses sur lesquelles on a réfléchi immédiatement et dès le début, sur la manière dont on allait construire nos bases de données pour être responsive entre guillemets à des potentielles cyberattaques. On ne sera jamais complètement à l'abri. On peut voir que France Travail a été hacké. J'imagine qu'ils ont des logiciels très robustes. Mais l'idée, c'est de déjà faire le maximum pour que si on est hacké, l'ampleur soit limitée et qu'il y ait toujours une possibilité humaine de reprendre la main. Donc c'est vraiment les locales et humaines de reprendre la main. Donc c'est les deux principaux éléments qu'on met en place. Merci. Oui, et c'est vrai que je repense à ce que tu disais. En fait, nous, les directeurs de magasins, les chefs de sécurité et les responsables sécurité de Brico Dépôt et Castorama, en fait, ils sont tous formés aussi à intervenir physiquement sur les TGVT ou les armoires électriques. Et donc, en fait, ils ont une commande aussi qui permet de couper le lien avec Efficia, notamment sur la GTB. Et donc, du coup, ils peuvent reprendre en manuel. Mais il y a bien une commande manuelle et une commande à distance. Ça rejoint ce que disait Guillaume. Ouais, tout à fait. exactement. Oui, il y a quelque chose de peut-être moins dramatique, on va dire, qu'une cyberattaque. Mais le fait que le local ait la priorité, c'est également clé s'il y a une perte de Wi-Fi, par exemple. La GTB elle est plus connectée à Internet. Nous, on ne peut plus l'activer à distance parce qu'elle n'est plus connectée au Wi-Fi. Et ben, le local a la priorité. Donc, sur des choses beaucoup plus basiques, on va dire, qui ne mettent pas à mal le réseau électrique ou qui ne mettent pas à mal la pérennité de notre client, ça reste des problématiques techniques et opérationnelles importantes. Et si le Wi-Fi est coupé pendant 1 heure, le local reprend la main et tout tourne comme si de rien n'était et de manière fonctionnelle. Merci. Et même. Alors c'est vrai que quand on c'est regarde... vrai que demain, on imagine que vous ayez, mettons, je vous le souhaite, un million de bornes déployées en France. Ouais. Donc là, ça commence à. Potentiellement, c'est vrai que les bornes, les véhicules, si on regarde la chaîne, le véhicule, ensuite la borne,
ensuite les systèmes de gestion des bornes. Donc il y a toute une chaîne d'informations et d'échanges qui fait que globalement, il y a toujours un risque, il y a des points sensibles sur l'ensemble de la chaîne. Alors ce qui a été fait par ceux qui ont travaillé sur la sécurisation des flux entre véhicules et bornes, actuellement il n'y a pas grand-chose qui passe comme info, mais avec la nouvelle norme ISO 1518, tout le flux est crypté et sécurisé avec des échanges de signatures qui fait que globalement la borne sait que le véhicule est un véhicule appartenant à tel client pour lui fournir un service et le véhicule sait que la borne c'est une vraie borne et pas un pirate qui essaie de prendre l'information. Quand on est au niveau de la borne, les bornes d'abord nous les fabriquons nous-mêmes, c'est notre design et c'est un design qui comporte des éléments en électronique de sécurité. C'est des bornes qui sont produites en France, donc on maîtrise quelque part la chaîne de production. Et après, les flux entre bornes et les éléments du serveur se font avec des techniques de IoT, c'est-à-dire que ce sont les bornes qui contactent le serveur et le flux qui est crypté. Et ensuite, au niveau des serveurs, c'est la technologie développée en propre, c'est-à-dire que ce ne sont pas des choses qu'on achète sur le marché avec potentiellement des backdoors, des choses non maîtrisées. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout ça, il y a souvent le point sensible, ce qui est l'humain. Donc, quelqu'un à un instant T qui se plante, qui ouvre un fichier, qui fait qu'il ouvre une porte à un individu de l'extérieur. C'est ce qui se passe en général quand les hôpitaux ou les écoles se font attaquer. Ça part d'une personne qui malheureusement n'a pas su faire comme il faut. Merci. En deux mots, Ouais. puisque l'ACRE n'est pas le régulateur de la sécurité informatique. Je rappellerai que c'est l'ANSSI qui s'occupe de ça. Moi, je donnerais quand même un conseil. C'est dès que le bâtiment va s'ouvrir vers l'extérieur, à ce moment-là, il faut réfléchir à ces questions de cybersécurité. Mais pas à la fin du projet. C'est ça mon conseil. Dès que je souhaite ouvrir mon bâtiment vers l'extérieur, vers un agrégateur, un fournisseur, vers un tiers, je regarde dès le début du projet ces questions. J'attends pas la fin du projet, c'est trop tard. Voilà, c'est ça le conseil que j'ai apporté. Et peut-être aussi, parce que ça rejoint ce que Covoltis, d'avoir, et puis aussi Guillaume, d'avoir un pilotage local. Complètement, absolument. Parce qu'effectivement, si on peut garantir ce service au niveau Les local données- grâce à une intelligence embarquée au niveau local, Oui. ça permet d'avoir une continuité de service. On sans a être, par exemple des modules d'équilibrage qui se trouvent sur site, C'est qui ça, communiquent en local avec la borne. Donc même si le réseau en amont est défectueux, globalement, le travail localement se passe correctement. Bah, merci. On arrive à l'heure de la conclusion. Bâtiment hub énergétique, donc on voit que c'est une réalité, mais c'est à certaines conditions. On voit que c'est pas si simple, c'est même assez complexe. Et puis qu'il y a différents modèles, différentes conditions. Donc ce que je souhaiterais, c'est en 2 minutes que vous partagiez un peu votre vision et vous nous donniez des perspectives. Ah, vas-y. Moi, j'ai compris que tu allais réfléchir à l'effacement et également à la production, à la production énergétique en couvrant les 6 millions de toitures. Ouais, les 4,3 millions de toitures. Nous, notre objectif, c'est comme la trajectoire SBTI pour la RSE, mais c'est pareil, c'est d'abord réduire et après, forcément, mettre en place des actions pour justement tendre vers on dirait une autoconsommation. Mais c'est surtout utiliser en fait tous les moyens aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup du PV, on parle beaucoup de, mais on parle pas aussi par exemple de la géothermie, de l'éolien. Enfin, tout ça, c'est des sources aussi d'énergie qui utilisent la nature. Et donc nous, notre objectif, c'est bien de chercher, du coup, d'innover, de trouver des solutions pour faire en sorte que on puisse réduire l'empreinte carbone énergétique de nos bâtiments et en plus de ça, de réduire le delta branché, on va dire ça comme ça, pour être le plus autonome possible. Mais on sait très bien que être 100% autonome, c'est pas simple. C'est pas simple, non. Mais c'est effectivement réduire le coût économique, réduire l'empreinte carbone, et puis, pour répondre à Didier, apporter un service aux clients. C'est ça. J'ai une question juste subsidiaire, mais tu réponds en 2 minutes. Pas 2 minutes. C'est est-ce que Kingfisher réfléchit par rapport à ce qu'on vient de dire, à avoir une société isolée? Parce que votre métier, c'est le bricolage, c'est pas l'énergie.
une société isolée qui, au vu de la superficie les mètres carrés que vous avez, bah, qui serait pour laquelle ce serait un vrai business model. Bah, La production, le stockage, la flexibilité énergétique. Il y a d'autres retailers qui l'ont déjà fait avant nous, donc forcément on regarde des pistes comme ça. Mais ça fait partie des pistes, des axes de réflexion. De réflexion, voilà. Merci. Oui, donc nous, aujourd'hui, chez Tilt, l'ambition, c'est vraiment de massifier la flexibilité électrique au niveau du secteur tertiaire. Le décret BAX constitue une formidable opportunité. Beaucoup de systèmes d'automatisme vont être déployés et il faut qu'on en fasse usage. Il ne faut pas qu'on les déploie et que finalement, dans 3 ans, on se rende compte que ce déploiement et ces investissements conséquents auront servi à rien ou n'ont pas forcément servi à tout ce qui pourrait servir. Donc nous, c'est vraiment d'apporter une solution additionnelle à ces systèmes BAX, GTB, pour pouvoir les exploiter au mieux. Et l'ambition qu'on a, c'est vraiment de fournir un système électrique abordable, résilient et décarboné pour l'ensemble de nos concitoyens et de débrancher des centrales à gaz. Donc en général, je dis souvent à mes clients que mon objectif, c'est de nous accompagner à débrancher une centrale à gaz. La plus petite, elle fait 120 MW. Donc si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, on a un petit stand au fond et n'hésitez pas à venir échanger avec nous. Et donc, la flexibilité, c'est à la fois économique, mais c'est aussi carbone. Effectivement, c'est carbone parce que comment fonctionne le système électrique? Le coût du spot, il est fixé sur le prix marginal de la dernière centrale allumée. Et donc en général, les centrales les plus onéreuses sont les centrales qui tournent assez peu souvent dans l'année. Et donc centrales à gaz ou des centrales à charbon, ce qu'on appelle des peak power plants. Et donc si on évite la consommation durant ces pics-là, on va éviter de consommer sur ces centrales de pointe. Et donc on va réduire l'empreinte carbone de notre bâtiment. Nous, on communique aussi beaucoup dessus. On fait des bilans carbone par rapport aux effacements réalisés à nos clients. Qui sont aussi un intérêt pour les directions ESG, donc pour essayer de discuter à la fois aux directions ESG, aux directions techniques et aux directions financières, et d'allier les trois dans un même objectif de décarbonation. Garantir à un propriétaire immobilier, comme par exemple Kingfisher, c'est d'avoir une énergie la plus décarbonée possible qu'il pourra intégrer dans sa... Exactement, la plus décarbonée, la plus abordable, on la consomme au meilleur moment, et de permettre... avec un effet boule de neige, si beaucoup de gens font ça, on va pouvoir tous globalement avoir une énergie décarbonée plus grande. Et donc c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on ne travaille pas uniquement juste pour notre bâtiment, mais que l'électricité étant un système, on peut difficilement la stocker. Notre interaction avec le réseau a un impact sur l'interaction de chacun avec le réseau. Et donc si on s'y met tous et qu'on prend tous une petite part, on va pouvoir réussir la transition énergétique. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en plus, on va être payé pour ça. Merci. Alors, je voulais juste parler d'un cas auquel je pense qu'on a un peu pensé maintenant, ça commence à être à la mode, c'est le fait qu'on peut imaginer le véhicule électrique qui charge dans la journée avec des panneaux solaires, de l'énergie propre. On rentre à la maison, la nuit tombe et on rentre en plein dans ce qu'on appelle le pic du soir. Ce sont les pires heures globalement où les centrales thermiques commencent à augmenter leur puissance. Il y a des centrales à gaz à cycle ouvert qui se lancent. Il y a l'émission de CO2 qui est associée. Et globalement, l'effacement qui consiste dans l'esprit de tout le monde à diminuer sa consommation peut être fait différemment au niveau de la maison, parce que le véhicule électrique rende quelques kilowattheures pour alimenter la maison. C'est ce qu'on appelle véhicule to home ou voilà. Grid, sachant que c'est à peu près la même chose. Donc, 10%, pour autant qu'on ait une borne bidirectionnelle. Absolument, ce qui est le cas de ce qu'on fait chez Covoltis. Ah, très bien. Et donc, 10% à peu près de la capacité de la batterie du véhicule permettrait sans problème à la maison de passer cette pointe de soir. Donc finalement, vu par le réseau extérieur, la maison s'est effacée, ce qu'on n'est pas capable de faire sans ce côté batterie de stockage donc dans les véhicules. Et en parlant de CO2, si on fait le calcul sur 5-6 kWh par jour évité, c'est jusqu'à 1 tonne de CO2 évité sur l'année au niveau d'un foyer, ce qui est énorme. Et donc ça, c'est la vision que nous avons. Super, voilà. Super. Et puis, pour rebondir avec ce que disait Didier, je vais faire mes cours chez Casto. Et le soir, je charge ma maison gratuitement. Oui, à condition d'avoir des véhicules bidirectionnels. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, aucun constructeur français ne produit des véhicules bidirectionnels. On attend le premier qui sera la Renault 5. Là, on est dans de la prospective. Avant, on en parlera. Ouais. Non, alors, les sujets, aujourd'hui, il faut continuer les travaux.
On a beaucoup parlé, c'était l'objectif de la table ronde du bâtiment tertiaire, mais il y a aussi le résidentiel. Pourquoi aujourd'hui, quand on met en place une pompe à chaleur, le ballon d'eau chaude de la pompe à chaleur, il est pilotable et pas piloté. Quand aujourd'hui j'achète une borne de recharge, elle est pilotable, mais elle n'est pas pilotée. Je suis désolé, mais elle n'est pas pilotée. Donc aujourd'hui, on continue nos travaux avec RTE, Enedis, l'ensemble des gestionnaires de bâtiments, etc., le GIMELEC et autres. On intègre le résidentiel, bien entendu. Et l'idée, c'est de dire, comme ça a été dit, étant donné que le coût de l'énergie est différent en fonction de l'heure de la journée, etc., il faut qu'on augmente la différence, pour faire simple, entre le prix des heures pleines et le prix des heures creuses. Si on arrive à le faire, c'est-à-dire que si tout le monde joue le jeu, on aura davantage de solutions pour pouvoir faire du pilotage. Donc voilà, un des enjeux, c'est augmenter la différence de prix entre les heures pleines et les heures creuses, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur la fourniture, etc. Donc on va de plus en plus vers une tarification dynamique. On évitera d'en parler. Je vous rappelle que À minima, augmenter l'écart, c'est ça entre un fournisseur s'est lancé dans la tarification dynamique avant la crise. Bon, ça ne lui a pas... Bon. On y reviendra peut-être. On y viendra peut-être. OK. Merci. Merci, c'était fort intéressant.